se casse. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que... C'est que t'as pas ton permis? T'inquiète. Nous non plus, t'as le moindre pépin, ni Cédric ni moi n'avons notre permis. Bon, direction l'Olympia, donc Gunther, pour un peu préparer votre scène de janvier. C'est quand Exactement. même une sacrée aventure. Il y a quelques années, est-ce que tu aurais imaginé te retrouver à l'Olympia? Bah ouais, en fait on l'avait toujours dit dans notre mythologie qu'on terminerait par faire une tournée américaine comme tout grand groupe de rock, qu'on finirait par écrire notre comédie musicale et qu'on terminerait sur des scènes comme Bercy et l'Olympia. Et bien sûr quand on disait ça c'était des gros mythos et on se disait ça va faire marrer les gens puisqu'évidemment personne n'y croit. Et nous les premiers. Et puis 4 ans plus tard on a fait cette tournée américaine, on a fait Bercy avec M. Et on se retrouve, après avoir fait 2 Bataclan blindés là, cet été avec une comédie musicale, à faire l'Olympia. Ouais, ça c'est assez ouf quand même. C'est clair que c'est dingue. C'est quand même dingue. Alors en plus toi t'as quand même vécu avant, t'as eu en avant Hernadette, hein, t'es pas de la première pluie puisque t'as 30 ans maintenant. 30 piges, ouais. Et grosso modo, au début tu voulais faire quoi? Tu voulais faire du rock, tu voulais être acteur, tu voulais faire un peu de tout, comment ça s'est passé? Et bah ça s'est passé que je me suis dit, quand je me lève le matin, j'ai juste envie de retrouver des gens avec qui je vais me marrer. Et ça a vraiment été toute ma vie le truc important pour moi. Donc t'as fait des études de comédie? Alors ça je suis arrivé, non je fais un parcours classique, j'étais en bac éco, après je suis arrivé en STAPS en sport études, parce que je faisais beaucoup de gym à haut niveau, de gymnastique. Et puis à un moment donné j'ai commencé à avoir des dreadlocks, et puis les cheveux ont commencé à pousser, j'ai expliqué à ma rhum que j'en avais ras le cul d'aller à la fac parce que je me faisais chier, et puis j'aimais pas trop la compétitivité que tu avais au sein d'une faculté, que moi j'avais besoin d'esprit de groupe, et puis j'ai intégré un groupe de musique, de métal, avec lequel je suis parti faire, avec lequel je suis parti faire les premières parties de, on a tourné avec Lofofora, avec Freedom for King Kong, avec No One is Innocent. Et puis à ce moment-là, je m'inscris dans une école de théâtre parce que je me dis putain, je suis quand même assez à l'aise sur scène et c'est un truc que j'ai toujours fait, le théâtre en amateur. Et puis voilà, école de théâtre, je me fais débaucher par un de mes profs qui m'embauche dans sa compagnie. Et puis un jour je croise la route des Hernadette en tournant une pub pour une marque de chaussures. Je croise 2 des Hernadette il y a 4 ans maintenant. Ils montrent ce qu'est le air guitar. Je trouve ça à pisser de rire parce que pour moi c'est vraiment le truc rock'n'roll par excellence, c'est de monter sur scène avec rien mais réussir à intéresser les gens et à les faire marrer. Et c'est encore plus extrême que de dropper un quarter en skate qui fait 10 mètres de haut. Et du coup, puis ça, je rencontre les Hernadette et puis on commence à se marrer, on se dit venez, on continue l'aventure et puis on se met à faire des dates et puis une tournée et puis voilà, puis ça s'est emballé et puis après on a fait cette comédie musicale. Parcours classique hein. Et en termes de comédie avant, t'en chies un peu ou pas? Enfin comment ça s'est... J'en ai jamais vraiment chié entre guillemets puisque j'ai été... Quand j'ai commencé mon école de théâtre, j'ai été débauché par un de mes profs de théâtre contemporain qui m'a embauché en sa compagnie. Donc très vite, je suis arrivé dans le statut d'intermittent, qui est la quête de tout comédien qui commence et comment je vais réussir à remplir mon frigo et à payer mon loyer. et donc je travaillais tout de suite c'était dans un hôpital psychiatrique, on était en résidence, tu vois, c'est pour ça que je suis pas né de la dernière pluie. J'ai resté 3 ans en résidence dans un hôpital psychiatrique à Villéroy. Et on faisait autant de l'art-thérapie, c'est-à-dire avec les patients. Cette compagnie donnait des cours de théâtre à des patients. D'accord. Et on était un petit peu la seule bulle d'oxygène de ces patients qui sont là depuis... Villéroy, c'est là où est mort Antonin Artaud, où il y a eu Camille Claudel. C'est un centre énorme. Et il y a Armand Gatti, qui est un des plus grands dramaturges et metteur en scène, un des plus vieux qui n'est pas encore mort, mais qui a travaillé avec Le Tché, qui a travaillé avec Mao, qui était le meilleur ami de Primo Levi. Et ce mec-là a monté cette compagnie qui s'appelle Vertical Détour. Parce que pour lui, la révolution se fait par la parole. Et donc, il va faire des conférences et des pièces de théâtre avec des prisonniers, avec des malades psychiatriques, avec des patients. C'est surréaliste. Surréaliste. Et du coup, moi, je suis arrivé de là-dedans. Et j'ai commencé Hernadette. T'avais pas la flûte, t'avais rasé tes dreadlocks ouais, je les ai rasés au bout d'un moment. Mais ce qui était ouf, c'est que quand j'ai commencé Hernadette, je travaillais encore avec cette compagnie. Et donc j'étais dans un milieu vachement underground du théâtre qui était vachement suivi par l'IB, tous les téléramas, machin. Et puis le jour où les journalistes ont commencé à faire le lien entre ces 2 trucs, et que j'ai appelé l'autre compagnie vachement, et je leur ai dit écoutez, je suis en train de préparer un concept qui s'appelle les Hernadette. Tout le monde s'est foutu un peu de ma gueule. Mais finalement, aujourd'hui ça marche, donc c'est cool. Comment ça s'est fait les Hernadette? C'était une rencontre spontanée entre vous? Vous étiez potes avant? Ou alors est-ce qu'il y a eu des castings? J'en sais rien. Non, il n'y a pas eu de casting, il y a eu une idée qui est née de Scotch Brit, qui un jour était invitée à la Nouvelle Star parce qu'elle faisait elle participait au musée d'art moderne de Paris au concours de playback. C'était un concours de playback comme tu le connais avec Hernadette. Sauf que là c'était au musée d'art moderne, c'était un truc vachement comme une performance d'artiste. Et puis Jérôme Piton, qui à l'époque s'occupait de la Nouvelle Star, lui dit viens foutre un peu le bordel sur le casting, on se fait un peu chier. Et elle arrive, elle fait un dubbing de Britney Spears dans une éponge, Oops I Did It Again. Et elle se prend 2 bleus et 2 rouges.
Mais Pierre Mathieu, qui à l'époque présentait la Nouvelle Star, lui dit vas-y, viens demain au Morning Café, je t'invite, tu m'as fait marrer. Et donc le lendemain matin, elle va sur le plateau, puis là elle se dit merde, faut quand même que j'ai une actu à donner vu que je fais un plateau télé qui est vachement suivi. Et elle dit bah j'ai monté un airband qui s'appelle les Hernadettes. Et à ce moment-là, aucun de nous n'était au courant, puisqu'elle avait prévenu personne. D'accord. Et elle a envoyé en sortant de cette émission des mails à tout le monde, à Château, à Moshpit, à Jean-Françoise et à Emeraude qui ont répondu direct présent. Ils se sont vus, on commence à faire des premières dates au disquaire, et moi je suis arrivé dans l'histoire 1 an et demi après. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de la deuxième date, ils font 2 dates à l'alimentation générale, et là ils tombent sur le programmateur de la Cigale qui les book pour la première partie de Camille 5 soirs de suite. Et donc ils se retrouvent tout de suite à faire une grosse salle en fait. D'accord. Avec le concept Hernadette de Airband. Et là, dès là, on avait dépassé finalement le concept de Air Guitar qui est juste un outil de notre travail. Ouais, alors justement, en parlant du air guitar, toi, tu as eu une progression fulgurante dans le air guitar, puisque au bout de même pas 1 an de pratique, c'est ça? Même pas, ouais, ça s'est fait en 2 mois, je crois. En 2 mois, et tu te retrouves champion du monde. Ouais, voilà. Alors j'étais aux Eurocaines, et donc je vois Moshpit et Château préparer ce truc là, et je me dis putain mais c'est génial. Et Moshpit me dit mais mec t'es complètement cinglé au bout de 4 jours de tournage. J'ai dit mais mec t'es cinglé, je t'ai inscrit à la rentrée à Paris, t'es le prochain champion du monde. Il me dit ça à 4h du mat, le dernier jour des Eurocaines. Je dis putain grave. Et c'était tellement primaire comme démarche de faire du air guitar, je me suis dit mais c'est le moyen de tester en plus ma connaissance musicale. Je vais faire un mix de morceaux qui défoncent, et je vais aller intéresser des gens et écrire dans les mains. Et bah ouais, et on revient, championnat de Paris, je remporte le championnat de Paris, ex aequo avec un autre type, parce que je suis prix du public. Et puis je gagne les championnats de France 2 mois plus tard. Championnat de France je gagne, la Fédé française m'envoie en Finlande, parce que tous les ans les championnats du monde sont là-bas. Et puis j'arrive en Finlande, je gagne les championnats du monde, je reviens en France, et là je tombe l'année où au mondiaux d'athlétisme on remporte que dalle. Il n'y a aucune médaille. Et du coup, je deviens le seul français médaillé d'une compétition officielle. Et je me souviens sur Yahoo, c'était devenu la France championne du monde. Mais on avait pas mis de quoi. Et envoyé ma vieille gueule de fion en page d'accueil de lettres. Et je rentre, l'histoire c'est que je rentre d'Oulou le samedi 22 août, je crois, ce qui était 2009. Je rentre chez moi en décalage horaire, je suis défoncé. Je m'endors sur mon canapé, je me réveille pour le 20h. Et je vous jure, c'est vrai, 20h. Claire Chazal clôture son journal en disant et hier, Sylvain Kimène, aka Gunther Love, remporte les championnats du monde d'air guitare, et font un sujet de 3 minutes en clôture du 20h. Et alors de là est parti, la presse s'est emballée, et du coup je me suis retrouvé invité sur des plateaux télé en direct. LCI a commenté l'actu en direct pendant 15 minutes, je racontais n'importe quoi. Et puis ça fait 4 pages dans Technicart, et puis là ça s'emballe un peu. Donc du coup, toi-même, dans 20 minutes. Bien sûr, complètement. Et puis voilà, après, donc je continue mon métier à côté de comédien. Puis en parallèle, je faisais naître ce personnage Gunther Love, et du coup j'arrivais dans toutes les conférences et toutes les interviews habillé tout en or. Et Gunther Love, ça vient d'où? Et ben, c'est parce que quand j'ai rencontré ces mecs-là aux Eurocaines, je jouais dans une pièce de théâtre qui s'appelait Germania mort à Berlin, d'un mec qui s'appelle Heiner Müller, et je jouais un chef sanguinaire d'un opéra de Wagner qui s'appelait Gunther. D'accord. Et du coup après je me suis dit bah Love c'était le côté voilà, ça marche bien en musique. Il y a un petit mec là, Prince, je sais pas si vous connaissez, ça marche pas bien ce qu'il fait. Love Symbol. Voilà, Love Symbol. Et je me suis dit voilà, et ça c'est la version officielle. Et la version officieuse c'est qu'un jour je suis arrivé avec ma moustache à une soirée déguisée en Gunther, et un mec m'a dit putain tu ressembles grave à Gunther, un acteur de cul des années 80. Et j'ai regardé la photo et c'est vrai que je ressemble grave. Et parce que tu montrais ta bite ou? Non mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas d'équivoque, j'avais tendance à faire sortir les testicules pour la soirée, ce qui mettait mal à l'aise tout le monde quand j'étais assis. J'imitais mon prof de sport en terminale qui essayait de nous expliquer le badminton avec toujours une couille qui sortait de son short qui était beaucoup trop petit pour lui. On n'a jamais su s'il faisait exprès ou si c'était histoire de nous montrer ses bouliches toutes les semaines. Tombé sur le Marc Dutroux du prof de badminton. Non mais monsieur, je peux pas donner son nom, mais il était top, non c'était un super prof. Depuis il a été emprisonné. C'est ça, il est au trou. Pour exhibition. Ça vous a échappé quand même vraiment ce mouvement-là, parce qu'au début ça paraît presque une boutade, et puis en fait maintenant ça devient un vrai business, ça devient une carrière. Ça devient une marque. Ça devient une marque, ouais. Et puis ça devient une carrière, bah ouais, puisque finalement on est à plein temps dessus. Et comme on a monté une société de prod qui s'appelle Hernadette Corp, on développe des pubs pour des marques. On a collaboré avec Levi's dernièrement. On a travaillé avec Schweppes l'année dernière, et encore cette année là, parce que je viens de re-signer avec Schweppes. Et puis voilà, on travaille pour des marques, on développe des sujets pour eux. Alors on intervient, Hernadette Corp c'est la boîte, et puis Hernadette le groupe de musique, bah ouais, la comédie musicale elle est partie pour tourner, et puis on a fait l'adaptation en anglais. Donc du coup là on est parti pour conquérir le monde. À chaque fois on disait comme connerie on va faire ça, et on a fini par le faire. Aujourd'hui on dit
On fera Broadway. Ah vous voulez Broadway là, ça y est. On veut juste une date, même dans le bar le plus pourri. Tu vas te retrouver au KFC de Ouais, Broadway. ouais, je pars, mais putain, on prend. L'entente entre les Hernadettes, c'est une entente. Oh, Il y a un chef, comment ça se passe? Il y a 6 chefs Il y a et on six est 6 chefs. dans le groupe. C'est l'armée mexicaine quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est à un moment donné sur un point très chaud, c'est celui qui parlera le plus fort. Et Ah celui ouais. qui craquera le dernier. Ah oui. Mais Mais ça c'est- arrive qu'il y ait des tensions quand même ou... Bah, un groupe qui a pas de tension, j'ai envie de te dire que ce groupe n'avance pas. L'intelligence d'Hernadette, c'est qu'on est vachement porté sur l'écoute. Donc même si on n'est absolument pas d'accord, on fait l'effort de comprendre pourquoi le projet de l'autre pourrait être bien finalement. Et donc on travaille, et puis c'est pour ça que des fois on prend le temps de faire les choses, c'est que on échange beaucoup. Est-ce que toi tu es une air rockstar ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu fais semblant de boire, de prendre de la drogue comme les rockstars et de péter des chambres d'hôtel, ou finalement tu te contentes de te piquer une mignonnette de shampoing à l'église du coin en rentrant et en buvant et une bonne Coutrex? Mais au départ, quand on était dans la peau du personnage qu'on essayait de mettre en avant, c'était Gunther, c'était Scott Britt et tout, Ouais. on avait vraiment la posture de rockstar, et puis finalement ça nous a complètement dépassé, puisqu'on s'est aperçu quand on prenait cette position de rockstar, on était beaucoup plus calme que quand on était nous-mêmes en train de foutre le bordel comme on le fait tout le temps. Donc du coup on a arrêté de... Donc vous de- mettez des murges en tournée et ainsi de suite quoi. C'est insupportable, c'est-à-dire que chaque tournée commence, au bout du deuxième jour on se demande comment on va aller C'est jusqu'au vrai. mais c'est ça qui est bien, c'est que du coup on monte sur scène quand même avec ce sourire ballant, un petit peu fuyant, tu sais, bon bah peut-être à tout à l'heure. C'est physique, tu perds beaucoup de kilos pour préparer une tournée. Tu avais perdu 9 kilos, c'est ça, un truc Moi comme j'ai ça perdu quand on a préparé la comédie musicale, j'ai perdu un peu moins de 10 kilos, ouais. C'était entre les répétitions, parce qu'on danse énormément, et autant te dire que de faire danser Hernadette, c'est comme faire danser le zouk à un ballet, c'est exactement pareil. Ouais. Et donc du coup on a eu une chorégraphe qui nous a fait danser. Alors on fait pas beaucoup de pas de danse, mais on Ouais. essaye de les faire sérieusement, ce qui donne le côté comique. Et puis ouais, beaucoup d'entraînement, et puis c'est super physique comme prestation. C'est un spectacle qui dure 1h15 et c'est super physique, ouais, clairement. C'est une performance avant tout, ouais, c'est une mise, j'allais pas dire une mise en abîme parce qu'on n'a pas de miroir, mais c'est très trash, ouais. Ils sont Ouais. pas tous sportifs comme toi en plus à la base. Non, il y en a aucun même de sportif. Il y a, Ouais, s'il y a donc peut-être t'étais- Emerald qui a pratiqué la danse beaucoup. Mais c'est pour ça que je suis là, moi dans le groupe je suis la caution backflip, bam bam, quand on voit la purée qui court partout, et comme ça on s'équilibre tous. Mais ça veut dire que le jour où moi je me suis mis une cuite un peu trop grosse, le lendemain personne peut, moche pit peut dire je vais faire un salto arrière, mais ça se transforme vite soit en un accident, soit en une roulade arrière. Vous avez déjà eu des grosses blessures? Ouais, bah au Bataclan là cet été je me suis Ouais. fait 8 points de suture au genou pendant le Ouais. show. Je suis passé à travers un projo en sortant de scène. Et du coup, je me suis découpé le genou avec un bout de verre dedans, mais il me restait encore une demi-heure de show, donc je voyais mon legging qui se remplissait de sang au fur et à mesure. Avec une nana qui vient me voir à la fin, tu sais, je salue tout le monde, je m'étais mis de l'alcool sur une sortie de scène, je gueule ma race, il y a les pompiers qui m'attendaient. Et je sors de scène, donc je finis quand même le show, et le lendemain on rejouait en plus. Hein. Et je sors du show, il y a une dame qui vient voir et qui me dit oh là là, vraiment là, les costumes, là, vraiment le déguisement, ça tuait. Et puis le moment où vous tirez dessus, après t'as plein de sang et tout, quand j'étais là, ouais, oula, on a bossé si tu savais. En fait, j'étais juste en train de mourir, quoi, j'étais juste en train de crever, j'avais mal. Ah, c'est compliqué ça. On vous a vu aussi pas mal à la télé, vous suivez pas mal Bruce Toussaint, il y a eu la nouvelle édition et puis le show sur France 2. Il y a alors, eu. Bah ouais, alors Hernadette à la télé, c'était un truc étrange, puisque ça avait commencé quand Bruce Toussaint m'avait appelé pour faire le news show. Donc c'est ça que j'avais commencé à faire sur Canal tous les étés et autres. Donc du coup on avait mis un pied chez Canal parce qu'ils nous avaient aussi invités sur les éditions spéciales et autres programmes avec Hernadette. Du coup on est suivi par Canal, c'est Canal qui nous finance notre docu aux États-Unis, qui nous suit, qui le diffuse. C'est Canal qui nous a aussi financé les championnats du monde air guitare là qu'on a fait récemment, qu'on a couvert pour expliquer au monde ce que c'était. Même au final il faudrait réexpliquer ce qu'est l'air guitare, les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on a fait ce docu sur Canal où on couvre les championnats du monde, c'est pour comprendre que c'est du burlesque rock'n'roll avant tout, et que c'est rendre hommage aux artistes que nous on aime d'une manière un peu rigolote. C'est tout, ça va pas plus loin. Et ça sert à rien d'en faire une philosophie derrière. c'est du fun. Il est là l'excès de zèle, c'est ceux qui essayent d'en parler sérieusement. C'est un truc voilà, c'est burlesque, point. Tu te vois en Gunther Love jusqu'à quand finalement Tu jusqu'à sais, Broadway certes, mais... Avec les Hernadette, tant que l'aventure est aussi énorme et qu'on continue à donner autant de plaisir à des gens juste en kiffant simplement, et que les gens le reçoivent et viennent nous voir à la fin en disant putain on vient de passer un putain de moment, je suis venu parce que ma soeur, ma cousine, ma mère, ma belle-sœur m'a saoulé pour que je vienne, et finalement j'ai passé un super moment. Et tant que nous on aura ça, avec les mecs auront la banane en nous disant putain c'est mortel, continue à nous faire marrer et tout, je crois que tout le
le monde continue quoi. À 55 ans, tu te vois encore Gunther Love. Bah si, je sais pas, dans un air film de boule quoi. Pourquoi pas, Alors mets-toi justement alors. Tiens, t'as une caméra là, tu peux nous mimer un petit air sexe. un petit air sexe. Alors ouais, on peut commencer. Je sais pas comment je le mimerais. Alors ok. C'est une air gastro ça. Exactement. Eh bien vu mec. C'est quand tu dénudes un slip et que tu t'aperçois que cette personne est malade. C'est ça. Bien vu. Hein Bien vu. Ouais. Et que t'es payé 10 000 € pour lui faire skinny. Parce que c'est ça le problème du film X. Mon Dieu. Alors parlons, on a parlé de cul, parlons d'amour. T'es aussi maintenant en people puisque tu formes un golden couple comme disent les Américains. Un golden couple. Bah ouais, t'es le compagnon de Daphné Burki. Bah je suis même son fiancé. T'es même son fiancé. Ah oui, parce que oui, la c'est demande vrai. en mariage s'est faite C'est fait de façon très rock'n'roll là pour le coup. Ah oui, il y en a eu deux. Il y en a une en Finlande quand on jouait avec Ernadette en Finlande et du coup sur scène je me suis désapé et vu que c'était suivi retransmis en direct sur le net dans le monde entier, j'avais marqué dans mon dos Daphné Marry Me avec un point d'interrogation. C'est Non, beau. un point d'exclamation. Elle m'a dit je mets un point d'interrogation. J'avais dit non, mais un point d'exclamation, je lui laisse pas le choix. Et elle le savait du coup ou elle pas l'a vu. Bah, bien, elle me suivait sur internet et du coup ce qui était mignon c'est qu'elle m'envoie un texto. Je lui dis Matt le live parce que je vais faire le plus gros saut de ma carrière. Donc elle s'attendait à un slam, à un backflip un peu chelou et elle m'envoie, trop mignonne, elle m'envoie te fais pas mal quand même et je lui réponds promis et je lui dis regarde juste bien le show. Et donc là je fais le show puis là donc en direct elle tombe sur la demande en mariage en direct et elle se prend en photo et elle répond par un réseau social parce que c'est le seul moyen de communiquer avec marqué sur son torse, elle avait marqué oui et donc elle me le renvoie et donc moi je remonte sur scène après devant 12 000 personnes et je monte et je dis she said yes, she said yes. Et donc la Finlande est au courant avant mes parents. C'est énorme. C'est énorme. Parfait. Et ça c'était magique. Après quand je suis revenu, elle est venue me chercher à l'aéroport en tenue de mariée avec une pancarte avec marqué mon fiancé Sylvain Kimed. Oh, c'est beau. mignon. Trop mignonne ouais. Et il y en a une deuxième. C'est ça que tu parlais de deux demandes. Et puis plus tard, je l'ai fait à l'ancienne avec le genou au sol. Et je me suis dit là comment le faire de manière plus rock'n'roll possible. J'ai attendu un bon dimanche matin, on s'était mis une bonne tôle et je suis arrivé avec mon bon petit slip bleu turquoise. Hop, au pied du lit, je savais qu'elle se réveillerait pas, elle m'entendrait pas bouger. Et puis là, j'ai sorti une petite bague, genou au sol, et je lui ai dit voilà, en ce bon dimanche carrément. matin, est-ce que tu veux bien m'épouser? Et là, Ça c'était fait ça prochain, bien. quoi. Et là elle vomit. Parce que je t'ai mis Et la là, elle m'a tôle. refait. Oh, Elle m'a rappelé, merde. j'étais la merde, la bague, putain! Oh! Vous vous mariez quand? Bah ça, ouais, d'ailleurs, mon amour, on se marie quand? Parce que moi j'ai plein de dates de dispo. C'est en diff en 2018. Hein, Bah écoute, c'était attention. super le mariage. Mais non, bah il faut qu'on trouve entre là, comme on part en tournée et qu'elle, avec le grand journal, elle a un planning super complexe aussi. Ouais. C'est très chaud, mais en fait maintenant qu'on s'est fait la demande, c'est un peu comme si on s'était marié. Et finalement, le mariage c'est juste un prétexte pour faire une jaille de plus, quoi. Ouais. Donc voilà, quoi, on trouvera le moyen de faire une belle teuf avec tout le monde, vous inquiétez pas. Elle est solide aussi en point de vue du caractère, hein. C'est pas une gonzesse qui se laisse faire, toi aussi. Qui porte la culotte dans le couple? Bah, c'est-à-dire que Daphné mesure 1m80. Ouais. Ah ouais. Moi je fais 1m70 mais j'ai jamais eu le vertige donc et je suis assez souple, je grimpe facilement aux arbres. Donc je me laisse pas faire quand j'ai besoin de lui parler, je lui monte sur les genoux et puis je lui parle dans les yeux quoi. On a su bien gérer avec Daphné le parallèle boulot et vie privée. Je trouve qu'on fait bien là, on a réussi à bien faire la part des choses puisqu'on parle énormément en fait. Et toi tu en souffres parfois du côté hater quand il y a des mecs qui Mais non parce que j'en suis un à ma manière aussi. Et Ouais. je suis le premier sur Twitter quand je vois une émission de télé, quand je vois par exemple qui ferme Vous trouvez ça normal de Bruce Toussaint et qui continue de développer des programmes sur France 2 comme Le jour où tout a basculé ou quand il développe. Bah, je suis le premier à défoncer les émissions et à dire voilà. Et c'est pas finalement être hate. Je souffre pas du hater. Puisque le hater c'est quoi? C'est juste un hipster qui s'est rasé la moustache quoi. C'est à un moment donné un mec qui était super hype, qu'on a eu ras le cul, qui a voulu prendre la contre-culture en contre-culture et qui est devenu hater. Et puis c'est devenu une mode. Voilà, le hater dans un an il n'existe plus, c'est le blogueur en fait, le hater c'est le blogueur qui va chercher le buzz. Écoute, je t'avoue franchement que sur un terrain de golf ou sur un ring de boxe, le hater ça reste une personne normale à qui tu peux mettre aussi bien des coups de canne de golf ou des pains dans la gueule, donc finalement le hater ne me dérange pas du tout. En termes de geek, toi t'es un geek, tu utilises les réseaux sociaux, Ouais, à ainsi de suite. mort, ça me fait marrer. Par passion ou par but? Parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que voilà, un mec qui a pas 300 000 followers sur Twitter, c'est Bah limite à ouais, traiter de naze. alors C'est- des fois les mecs en plus peuvent acheter des followers, j'ai vu ça maintenant. Ouais, Non, ouais. moi c'est vraiment par
je dis tout le temps aux gens qui m'entourent, putain mais t'es relou, on est avec toi au resto, t'es en train de tweeter là. Et je dis bah ouais parce qu'il y a un truc qui m'a fait penser à, voilà, pour moi c'est une gymnastique vraiment, surtout le tweet, hein, le Facebook et tout, je m'en branle un peu, mais Twitter j'aime bien cette gymnastique de devoir de devoir développer une pensée en 140 caractères. J'aime bien ce côté format de 140 caractères, faut que ça soit ou drôle ou pertinent, ou bon des fois ça m'arrive de parler de mon caca donc c'est pas très pertinent, mais bon voilà. Aujourd'hui il est mou. C'est très mou. Ne jamais pisser en se brossant les dents. Je viens de faire Guernica dans mes toilettes. Non mais voilà. Mais j'aime bien le tweeter, l'actualité. J'adore commenter l'actu, j'adore commenter la politique. Je trouve ça génial puisque finalement ça a été, tu vois par exemple Twitter sur la politique, ça a été un moyen pour moi de m'intéresser à la politique de mon pays. Ah ouais. Avant, tu t'en foutais. Avant, je m'en tapais un peu et puis j'avais pas forcément le temps de regarder les infos. Finalement, comme je suis connecté maintenant avec ces super machines que sont les fonds, tu as l'actualité directe qui arrive, bim, Twitter c'est vachement relayé. Tu as les journalistes politiques que tu suis de droite et de gauche qui en font une étude. Donc toi, tu as les deux infos, tu peux trier. Moi, j'adore ça. Je trouve ça. Tu te sens concerné plus. Exactement. Toi aujourd'hui quand tu as les débats, aujourd'hui les mecs te demandent ton avis, putain, tu te retrouves vraiment à participer de manière constructive, quoi. C'est ça que ça m'a apporté aussi. Et tu tweets clash des mecs? Non jamais. Je tweet clash quand Booba fait un slow avec Daphné Burki sur Canal+. Ouais. Puis à Booba le seul truc qui fait que je vais pas te rentrer dedans, c'est que tes bras font mes deux cuisses rassembler après des piqûres de moustique. Ça se tient. Je tweet clash de manière assez drôle. Non, je tweet clash pas du tout. Yamouloud l'autre jour qui a tweeté un truc cool, il a dit quand est-ce qu'on va retrouver des rappeurs qui racontent leur vie dans leurs textes et pas sur Twitter et sur YouTube. Et c'est vrai que de se servir de YouTube pour clasher, je trouve ça dommage quoi pour un artiste. Plutôt que de développer un beau projet visuel et de le montrer. Non, j'ai pas de problème avec YouTube, j'ai un problème avec les mecs qui clashent sur YouTube. Je trouve ça ridicule. En Hernadette aujourd'hui, ça gagne du pognon ou pas? Est-ce que mais ça gagne, mais c'est. Là, c'est Gunterlove qui revient. C'est de la drogue, c'est des putes, c'est des hôtels 6 étoiles. Parce que nous, s'il n'y a pas 6 étoiles, on vient pas, tu vois. Donc le mec après va coller une nouvelle étoile de Noël à côté pour faire croire qu'il y a 6 étoiles. C'est ça Hernadette, c'est du pognon à tout va, c'est des frigos où il n'y a que les canettes de bière, c'est le rêve américain quoi. Et dans la vraie vie? Et dans la vraie vie, c'est les impôts. Donc ça gagne bien. Bah non, ça gagne ce que ça engendre. C'est-à-dire, quand c'est des marques qui nous payent parce qu'on leur fait une pub de ouf, ça me dérange absolument pas de négocier un beau cachet avec cette marque. Mais on en profite quand même pour développer des projets comme là récemment on bosse avec le Secours Populaire ou avec le SIDAction. Oui, c'est ça. Alors j'ai vu une initiative, le Airfood. Explique-nous un peu ce que c'était l'Airfood. C'était une manif devant l'Assemblée nationale pour sensibiliser. Parce qu'en fait il y a une loi qui va passer à Bruxelles, qui sera votée cette année, qui va annuler l'aide alimentaire européenne. C'est-à-dire que tous les surplus alimentaires il y a quelques années étaient mis dans une banque alimentaire européenne et tous ces surplus agricoles étaient distribués aux gens les plus démunis en Europe et donc ils donnaient de la nourriture. Cette loi, si elle est votée, s'ils refusent et qu'ils signent comme quoi ils ne donnent plus d'argent dans cette enveloppe, et ben 18 millions de personnes l'année prochaine ne bénéficieront plus de cette aide alimentaire. Du coup, des associations en France comme la Croix-Rouge, Secours Populaire, la Banque Alimentaire et j'en oublie un, pardon, se sont rassemblés pour monter ce Airfood avec une agence de Paris qui est Havas, je crois, oui. Et le Airfood, c'était décliner ce qu'est le Air Guitar, c'est-à-dire on va faire manger des gens dans 4 villes d'Europe, on va les faire aller dans des restaurants, les faire manger de la air nourriture, les gens vont les regarder de manière un peu chelou, et puis au final ils vont retourner leur plateau, et là il y a marqué, dans un an, 18 millions de personnes ne feront plus semblant de ne pas manger, et voilà, c'était le truc. Et du coup, quand nous on a vu ça sur les réseaux sociaux, on s'est dit c'est un truc qu'on peut clairement intégrer. Donc moi j'ai envoyé un mail au mec du Secours Populaire, au boss, en disant voilà, avec les Hernadette on rêverait de faire ça. Et le mec nous renvoie, putain c'est vous qui nous avez motivé à faire ça aussi. Excellent, ouais. C'est génial pour nous de vous avoir. Et puis vu qu'on gagne des millions d'euros, on s'est dit notre force de travail dans notre temps libre, autant en profiter ce genre de projet. Du coup on s'est dit allons devant l'ambassade allemande, vu que c'est un des pays qui refuse de signer l'aide alimentaire. Faisons ce Airfood et ensuite donnons rendez-vous à l'Assemblée nationale pour marquer un grand coup. Et ça a marché? Ça a marché, il y avait énormément de monde, il y a des députés de droite et de gauche qui étaient sortis de l'Assemblée nationale pour le faire avec nous. Et puis le Copé et Fillon aussi, ils s'embrassent. Ils s'embrassent, c'était le moment, ils en ont profité pour se mettre 2-3 coups de fourchette en basique. Et finalement c'était que le début, puisque c'était d'engager tout le monde à le faire. Je sais qu'il y a des animateurs de TF1 qui l'ont fait, et puis voilà, ça se développe, le but est que tout le monde le fasse au fur et à mesure, et puis là on va recommencer. Et là on a renouvelé, puisqu'on est en train d'organiser au bus Palladium, un truc qui n'a rien à voir avec l'Airfood, mais avec le Secours Populaire toujours et Augury, les tourneurs. On est en train d'organiser une soirée où les gens paieraient un ticket pour venir en concert des artistes que je peux pas
Dire, Et ouais. parce qu'il y en a un qui a validé, qui est un monstre absolu, donc déjà c'est rien que lui tout seul ça Michael marchera. Jackson. Presque. Presque, il a la même lettre. Deuxième Malasco. Il a la même lettre de prénom. D'accord. Et il en a fait son nom de scène. Et bref, et voilà, il y a des gens qui vont venir avec des habits pour déposer dans une benne. Ensuite, le Secours Populaire récupère la benne, part avec les thunes, et tout l'argent est refilé au Secours Populaire. C'est bon ça. Ouais, donc On y sera alors. bah ouais, bah j'espère bien. Opus Palladium, c'est le 15 janvier. Bah, 15 janvier. Et 19 janvier, c'est 19 nous. janvier, à Et c'est nous. l'Olympia. Et là, l'Olympia, c'est pareil. La place coûte pas trop cher, 45 €. Et là, toute la thune est reversée au Ernabet. C'est Non, bien. pas du tout, pas du tout. On se fait enfler encore une fois. Mais bon, c'est l'Olympia quand on voulait se faire cette salle. Alors on se paye le droit de faire cette salle. Alors les mecs, si tu l'as pas encore compris, il faut que tu t'abonnes sur XBig et tu retrouves l'émission Bigger. Bah oui, Bigger. Voilà, sur YouTube. Et tu me retrouveras à ce moment-là. Et sinon, tu peux me retrouver aussi sur YouPorn. Ou pas. Si, moi je te dis. C'était 172, j'étais aussi en Inde. Avec vous d'ailleurs, mais c'était votre tournage. C'était un. Bah oui. Et oui. Non, on a un petit. C'est pour ça voilà, que cette bah. voiture elle me était disait sympa. quelque chose. Ouais, ouais. Vous l'avez bien nettoyée. Hein. Ah, c'était compliqué. Hein. Ouais, moi je m'arrête. Bon, merci beaucoup. Merci les mecs. Ciao. Vous baissez la caisse, c'est ça? Ouais. Allez, barrez-vous allez, la on voiture maintenant. Allez, salut. Salut. Allez, retrouvez-nous sur Bigger, hein, YouTube. Et puis voilà, c'était Cédric Couvet.